Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans filtre sur Star 21 TV. Dans ce numéro du mois de mars et en prélude au 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous avons décidé de parler de la place réelle de la femme dans la société guinéenne. Mais pourquoi une journée internationale des droits des femmes? L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les manifestations de femmes réclamant le droit de vote, les meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitent l'Europe et le monde occidental au XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes a été proposée pour la première fois lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin en 1910. Cette journée est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. C'est une journée de manifestation et l'occasion de faire un bilan. En 2019 en Guinée, quel est le bilan des différentes luttes des femmes pour obtenir la place qu'elles méritent dans notre société? Une invitée sur ce plateau nous aidera à répondre à cette question et à bien d'autres. Mais avant, suivons ensemble ce reportage. L'origine du 8 mars s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations des femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. La création d'une journée internationale des femmes socialistes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes par Clara Zetkin et s'inscrit dans une perspective révolutionnaire. Jusqu'à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Il est important de rappeler que l'indépendance de la Guinée s'est faite grâce à la contribution des femmes telles que Hadiamafori Bangoura, Fatou Keita qui est une ancienne membre du PDG RDA. Ces femmes étaient convaincues que leur participation à la politique était une bonne chose. La réaction de ces femmes fut très enthousiaste à l'appel que fut fait le PDG RDA. En 1954, rien qu'en Basse-Guinée, 6000 femmes étaient membres du parti. Toutes les délégations et actions du parti comprenaient des hommes et des femmes. Ces femmes du PDG RDA formèrent leur propre initiative, des milices 100% féminines. La première chef de ces milices est Hadiamafori Bangoura, considérée comme la première responsable de l'introduction des femmes dans le PDG RDA. Cette journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante activité dont l'objectif est de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction des infrastructures durables. Chaque année, tous les pays de la planète célèbrent cette journée internationale des droits des femmes. De retour sur ce plateau avec Madame Binta Nabé, présidente de la CONAC-DCF, Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Alors, Madame Binta Nabé, bonsoir, et merci d'être venue sur notre plateau. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars, un mois où la femme est célébrée dans ses droits. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'en Guinée, quel est le fait marquant, le fait le plus important pour vous dans les droits des femmes que vous pouvez nous dire? Moi, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité en ce moment solennel de la célébration de la femme guinéenne, en particulier, mais de toutes les femmes du monde en général. Et d'entrée de jeu, je dirais félicitations et bonnes fêtes à toutes les femmes du monde. Merci à vous. Et à mes sœurs guinéennes, et particulièrement aux femmes qui travaillent dans cette institution de médias. Et je vous observe et je vous dis bonne fête. Merci beaucoup. Mais aussi aux hommes, parce que sans eux, vous ne pourrez pas. Oui, c'est carrément une équipe. Voilà. C'est l'équipe qui gagne. Donc, merci à eux aussi. Bonne fête à eux pour l'accompagnement et leur engagement auprès des femmes qui travaillent ici. D'accord. Et quand vous me demandez le fait marquant, je ne saurais choisir. D'accord. Mais peut-être je vais vous parler de certains faits marquants qui m'ont poussé, moi, de rêver
de rêver être à ce niveau et d'être fière de mon statut de femme. Le premier fait marquant, c'est quand j'ai su que les filles à l'école travaillent mieux que les garçons, sont plus intelligentes. Quand je partais à l'école, on m'a fait croire que je peux et que ça s'est réalisé effectivement. Ça, c'est un fait marquant parce qu'à l'école, on parlait beaucoup de moi. Ça m'a marqué. Et je me suis dit que c'est bon que les filles aillent à l'école. Ça m'a marqué. L'éducation des filles. L'éducation des filles, la scolarisation des filles. Ça m'a marqué. Deuxième chose, ce qui m'a marqué, c'est que au moment du premier régime, jusqu'au niveau, la jeunesse, la GRDA était respectée. Les filles participaient à toutes les réunions de l'école. À partir de l'école déjà, on inculquait la responsabilité, le leadership féminin. Ça m'a marqué parce que j'ai été responsable de ma classe jusqu'à aller au CA, conseil d'administration de l'école, où on participait au plus haut niveau de la prise de décision. Donc les filles étaient responsabilisées. Dès l'école primaire, on était responsable déjà de la classe. Et j'ai eu la chance d'appartenir chaque fois que j'étais dans une classe, d'être membre, être responsable de classe, mais aussi être élu au sein du CA. Ça m'a aidé à être là aujourd'hui. Donc très tôt, on peut commencer à responsabiliser les jeunes filles. Ça m'a marqué. Et quand... ce qui m'a aussi marqué, c'est que la Guinée a hissé la femme au plus haut niveau. Quand je parle de Jeanne Martin Cissé. Oui, tout le monde Donc je me pose la question, je dis, en ce moment, la Guinée a pu amener une femme à ce niveau comme secrétaire général de Conseil de sécurité aux Nations Unies. Ça, c'est un fait. Sous la première République. Ça, c'est un fait marquant. Ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais au collège-lycée, toutes les entreprises économiques du pays étaient gérées par les femmes. C'est les femmes qui étaient les directrices. Toutes les entreprises, Nafaya, Sabouya, Alimag, toutes les entreprises économiques du pays étaient gérées par les femmes. Ça m'a marqué. Ça m'a poussé aussi à aller de l'avant, à étudier pour être comme elles. C'est des bonnes références pour moi. Effectivement. Du fait aussi que les Amazones, j'aimais beaucoup Tanti Nyepou, qui était le chef d'orchestre des Amazones. Les Amazones de Guinée. Le premier orchestre féminin au monde. Hein? Oui. D'accord. Le premier orchestre féminin. Alors, et ça existe toujours? Ça existe, parce qu'il y a eu la première génération, la deuxième génération. Si je ne me trompe, c'est maintenant la troisième génération. Il y avait une femme là-bas que j'ai aimée, qu'on appelait Tanti Angelica, parce qu'elle a interprété Angelica, une chanson, je crois, c'était une chanson anglaise ou quoi. En tout cas, c'était une chanson mais que les gens ont beaucoup aimé. Je crois que c'est de la Sierra Leone ou bien de quel pays. Je ne me rappelle plus. Mais à chaque fois que je voyais cette femme, j'étais fière. Donc je me disais, elle, c'est une référence. Même si je ne fais pas, je ne suis pas, voilà. Même si vous n'êtes pas artiste, si je peux vous dire. Mais à la base, c'était des femmes militaires, gendarmes, qui étaient là. Et c'était ces femmes-là qui constituaient le cortège présidentiel de la... Donc quand vous les voyez lors des fêtes, comme une fête comme ça, là, vous les voyez en blanc sur les grosses motos venir avec le président de la République, ça dit... Ça motivait les autres femmes parce qu'il y avait une référence. Vraiment. Tout le monde voulait leur ressembler. Tout le monde se disait que les femmes sont capables aussi de jouer ce rôle. Et qu'est-ce qui a fait que je les respecte toujours? C'est quand j'ai appris par un sage que ces femmes-là, l'orchestre féminin, là, quand elles sortaient faire les tournées à travers le monde, l'argent, la devise qu'ils mobilisaient servait à payer
certains fonctionnaires de l'État. D'accord. Ça, donc elles étaient vraiment importantes aussi pour la communauté. Pour la communauté, oui. Pour les fonctionnaires, pour le pays. Donc ils ont montré ce que c'est que la Guinée. Ils ont porté le flambeau de la Guinée. Oui. Ce qui m'a aussi marqué, c'est quand on m'a dit que Madame Binta, et je me disais que comme je suis Binta là, je dis c'est bien, parce qu'elle a été aussi pilote. Ok, première femme pilote de la Guinée. De la Guinée et de la sous-région. Ok. Elle vit encore, donc je lui tire chapeau parce que là, c'est une fierté nationale. Donc, il y a eu tellement de faits qui m'ont motivé, voilà. Qui m'ont marqué et qui sont en moi. Je suis en train de faire ce que je peux pour même si je ne les ressemble pas, mais que les futures générations puissent parler de moi. Oui. Comme je suis en train de parler. Comme aujourd'hui sur notre plateau, quand nous parlons de droits des femmes, voilà, on fait appel à vous. Si on ne dit pas tout ça, les générations futures ne sauront pas que tout ça là s'est passé pour qu'ils comprennent pour accéder pour comprendre l'histoire des droits et de la citoyenneté, de l'émancipation de la femme. Donc ça, voilà quelques faits qui m'ont vraiment marqué et qui font aujourd'hui que je suis en train de me battre pour que ces informations soient connues, pour que la jeune génération puisse être motivée et savoir que nous pourrons aller. Et deux autres femmes m'ont marqué. Ça, c'est dans le cadre des médias. Madame Adia Tousso m'a marqué. Adia Tousso a été journaliste à la radio nationale de Bolobine, à la télé même. Donc, quand je la voyais présenter avec son afro naturel, sa paire de lunettes bien jolie là, ça me rendait. Je regardais à chaque fois qu'il y avait le journal, j'étais pressée de venir m'asseoir. Quand même j'étais très jeune, mais je regardais. Il y a Madame Saran Kamara aussi qui m'a marqué. C'était des présentatrices à la radio. Les Aïssa Toubela, ils m'ont marqué. Donc quand je les voyais parler avec une aisance, je me disais mais c'est des femmes, elles parviennent à le faire. Voilà. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Je dis, mais moi, il faudrait que je puisse faire quelque chose, même si je ne suis pas journaliste, mais que je puisse être marquée quelque part. Une génération ou ne serait-ce qu'une autre petite fille qui me regarde aujourd'hui, qui aimerait se dire, ok, moi aussi j'aimerais être présidente d'une coalition de femmes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs faits qui vous ont marqué, donc on le voit ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019. Donc aujourd'hui, la femme guinéenne, la jeune génération, quelle place elle doit avoir dans la société? Ce n'est pas qu'elle doit avoir, mais elles ont leur place partout. Même si elles ont l'impression que ce n'est pas ça. Même si elles ont l'impression que ce n'est pas ça. Mais elles doivent savoir qu'elles ont leur place partout. Aucune place n'est réservée uniquement aux hommes ou aux garçons. Nos textes le prouvent. On ne dira jamais à une fille, quitte ici, tu n'as pas ta place, il ne faut pas. Seulement, il faut qu'elles comprennent, qu'elles aient des objectifs, qu'elles disent c'est ce que je veux, et elles auront toutes les possibilités de transcender tous les obstacles pour arriver là. Sinon, les places ne sont pas interdites, tout le monde a accès. Mais il faut oser. Il faut oser, il faut avoir confiance en soi, il faut se dire, il faudrait que je marque mon temps, parce que nul ne va rester éternellement. Mais il faut que les filles comprennent qu'elles sont plus intelligentes. Il suffit un peu d'avoir confiance en elles, de ne pas avoir peur, mais d'affronter la réalité et aller de l'avant. Donc leur place est partout. Donc c'est quel que soit le secteur, que ce soit dans l'éducation, dans environnement, agriculture, partout. D'ailleurs, même celles qui n'ont pas été à l'école sont dans l'agriculture plus que les hommes. Oui.
C'est elles qui nous font nourrir, c'est elles qui nous donnent à manger. Okay. Sortez le matin, vous regardez, à la pêche, partout, c'est les femmes. Alors qu'il n'y a pas, les places ne sont pas interdites. Il suffit seulement de savoir ce qu'on veut faire. Okay. Et de ne pas se laisser influencer par des des construits sociaux. Ok, on en reviendra tout à l'heure, ces faits sociaux, cet environnement social qui des fois bloque certaines femmes à accéder à vraiment leur plein épanouissement. Nous marquons une petite pause pour la première rubrique de notre émission, dénommée l'expression du jour. L'expression du jour, le sexisme. Le sexisme est une attitude de discrimination fondée sur le sexe, spécialement discrimination à l'égard du sexe féminin. De retour sur ce plateau, nous avons parlé de sexisme, madame. Donc, selon vous, on le disait tout à l'heure dans notre émission, il y a quand même des faits qui bloquent l'épanouissement de la femme, qui bloquent même son éducation, qui bloquent ses droits et qui bloquent même sa citoyenneté face à la nation. Donc, vous qui êtes de la coalition des droits et la citoyenneté des femmes, je suis sûre que vous savez tout ce qui se passe réellement dans notre société. Dites-nous un peu votre avis là-dessus. Merci pour cette question. Justement, c'est ce qui nous a amené à créer cette coalition. Et en 2002. Depuis 2002, vous existez. Depuis 2002, nous existons. Mais avant que nous constituions une coalition, on avait travaillé avec un projet de CECI International Canada sur le droit et citoyenneté des femmes. Courant la mise en œuvre de ce projet de 5 ans, qui visait 4 pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali, oui. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas pu continuer pour des raisons de conflits politiques qui ont eu lieu là-bas. Mais les 3 autres pays ont continué. Et après la mise en œuvre du projet, on a vu qu'il y avait beaucoup d'acquis du projet, notamment en matière de promotion des droits des femmes et des enfants. Donc, ce qui nous a amené pour pérenniser ces acquis, de se mettre ensemble et travailler au niveau du pays. C'est ce qui a fait que nous avons créé la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Pendant la mise en œuvre de ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui entravent l'évolution des femmes, l'émancipation des femmes. Donc ça nous a amené à travailler autour de 3 enjeux. Quand bien même toutes les organisations qui sont dans la coalition ont des objectifs spécifiques. Mais nous sommes fixés 3 objectifs à atteindre. L'égalité entre hommes, femmes, filles et garçons, la lutte contre les violences basées sur le genre et la participation des femmes au pouvoir et l'exercice de la citoyenneté. Donc la CONAG travaille autour de ces 3 enjeux. Ça nous a amené à faire des études. Nous avons fait une étude sur les stéréotypes, sur tout le territoire national. Il y a tellement de stéréotypes sur les femmes. Donc les stéréotypes, on a fait une étude, mais on s'est rendu compte également que même ceux-là qui causent ces stéréotypes sont stéréotypés. Parce qu'ils sont... J'ai pas compris. C'est-à-dire, quand bien même la communauté dit qu'il faut faire ça, cette communauté même est stéréotypée. Parce que c'est vu dedans. C'est un fait social, un construit social des époques passées. Donc, comment sortir de ces carcans, comment sortir de ces boîtes pour avancer, c'est un problème. Donc, chaque fois, vous n'entendrez personne dire « Ah, c'est normal », mais tout le monde dit « Ah, comme c'est comme ça que nous avons trouvé ». On laisse comme ça. On laisse comme ça. Les gens n'ont pas vraiment nos ancêtres, c'est comme ça nos ancêtres faisaient. C'est comme ça nos mamans ont vécu. Il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Mais les gens ne se posaient pas la question. Pourquoi, à l'époque de nos ancêtres, ils se sont comportés comme ça? Parce que chaque époque à ses réalités. Donc les choses doivent changer en fonction des époques, du temps, mais aussi des réalités du moment. Donc ce qui nous a amené vraiment à faire l'étude sur les stéréotypes, et ça nous a amené à concevoir un projet, 2 projets majeurs. Et le premier projet, c'est le projet PEC, projet pièce d'état civil, parce qu'on s'est rendu compte que pour parler de la citoyenneté, il faut se munir d'abord
de ces pièces. Donc les femmes n'avaient même pas de pièces d'identité. Donc elles n'étaient pas reconnues comme un individu de la société en tant que tel. Il y a des femmes, quand tu leur demandais de la carte d'identité, disent non, je vais aller chercher mon mari. C'était comme si c'est leur mari, leur carte d'identité. Vous voyez. Donc, même dans leur déplacement, quand il y avait des accidents, parce que c'est elles qui vont souvent dans les marchés forains, quand il y a des accidents, il était difficile d'identifier certaines femmes. Donc, on s'est dit, il faut trouver des pièces d'identité pour ces femmes. C'était ça à la base déjà. C'était à la base. Donc, pour trouver ces pièces d'identité, il faut venir avec l'extrait de naissance. Donc, du coup, on a intégré les jugements supplétifs pour tenant lieu d'acte de naissance. Donc, voilà comment on est parti jusqu'à ce que ce projet a réussi et nous avons fait avec l'État parce que la justice faisait partie, c'était vraiment des équipes mixtes. La justice faisait partie de la sécurité à travers l'officier de police judiciaire qui fait la carte d'identité, mais aussi l'infonet qui délivrait qui concevait les cartes. Donc l'équipe travaille comme ça avec nos animateurs sur le terrain. On va faire la sensibilisation, on recueille l'intention de ceux-là qui veulent. Au lieu que les femmes quittent leur communauté pour venir dans la préfecture, mais c'est l'équipe qui s'est transportée dans la communauté pour aider les femmes à avoir les pièces d'identité parce qu'elles n'étaient même pas reconnues. Beaucoup d'hommes aussi ont profité pour en avoir. Donc les extraits de naissance pour les enfants, pour l'ensemble de la population, c'est devenu une réalité. Les gens se sont intéressés. Mais nous avons aussi aidé à ce que les couples qui ont fait plus de 20 ans, 15 ans, 20 ans, plus de 20 ans, à célébrer leur mariage officiellement devant l'officier de l'état civil. Parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de femmes aussi avaient des problèmes d'héritage. Parce que ils n'avaient pas célébré le mariage devant l'officier de l'état civil. Donc ça nous a amené à vraiment travailler. Marginalisées parce que quand le mari voudrait épouser une autre, celle-ci exige de célébrer devant l'officier de l'état civil. Elle perdait tout de suite tous leurs droits. Parce que devant la justice, c'est la femme qui a l'acte de mariage qui est plus considéré. Donc, quand vous n'avez pas ça, c'est considéré comme si vous étiez en concubinage. Donc, ça nous a amené à travailler sur ce plan-là. Et on a fait plusieurs campagnes, on a couvert le pays. Et aujourd'hui, ça a vraiment amené les gens, même s'il n'y a pas de projet, dès que ça expire, les gens vont chercher. Donc, nous avons travaillé à cela. Jusqu'au certificat de décès, parce que ça fait partie, les pièces d'état civil commencent par l'extrait de naissance et ça se termine par le certificat de décès. Donc, parce que ça couvre la vie de la personne. Voilà. Donc, déjà, vous avez compris sur le terrain qu'il y avait ce problème même de citoyenneté. Et déjà, donc, à la base de la femme, elle ne se reconnaissait même pas elle-même comme partie prenante de la société. Donc, elle négligeait d'avoir des papiers de la société. Et surtout s'en servir. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient des cartes d'identité là-bas qui étaient plus anciens que... comment je vais dire ça? Voilà, c'est quand on avait voulu qu'elle aille je ne sais où. Donc ça existe, ils ont pris, c'est bien emballé, gardé, mis dans le fond de la valise. Ils ont cherché à mettre, c'est tout à fait propre et puis édité en quelle année? Je dis, mais pour que dire non, c'est gardé pour ne pas que ça se salisse. Donc ils se promènent et laissent. Donc vous avez même retrouvé des cartes d'identité de 1920, peut-être. Plus anciennes. Donc, vous voyez, donc il fallait maintenant travailler les gens. Réactualiser. L'importance de ces pièces d'état civil et l'importance de se munir et de s'en servir. D'accord. Donc, nous avons fait ce travail, ça a vraiment marché. Et l'autre projet, c'était vraiment la formation des parajuristes et leur déploiement sur le terrain. Donc, les parajuristes, on ne prend pas ailleurs. On identifie les personnes localement qui savent lire et écrire. Et on a fait l'extrait des textes juridiques, on leur a donné pour vulgariser la loi, le droit des femmes et des enfants dans les communautés. Ok, donc c'est une belle initiative, c'est-à-dire que des personnes de la communauté elles-mêmes
parviennent à intégrer les droits des femmes et des enfants pour pouvoir rendre dans leur communauté. Parce que si vous prenez quelqu'un ailleurs, l'amener, les gens n'auront pas confiance. Donc nous avons dit, quand nous venons avec les élus locaux, les femmes et les jeunes, on identifie ensemble. C'est eux qui nous identifient. Dire, la personne là, nous avons confiance. Donc tout ce que vous le dites, on prendra en compte. Parce qu'il ne faut pas aussi minimiser leur vouloir. Il ne faut pas minimiser. Elles connaissent la communauté connaissent quelque chose. Il faut venir vers elles, vous expliquer. Ils vont vous aider même à résoudre le problème. Donc c'est un travail en symbiose avec la communauté. Vous ne venez pas leur imposer des droits. Donc c'est la communauté qui choisit, la localité choisit, c'est 2 personnes. Et on exige une femme et un homme. C'est la communauté même qui choisit les 2 personnes. Ils mettent à notre disposition. On les forme en technique d'animation, en technique de communication, mais aussi sur le contenu de l'extrait de texte juridique qu'on a. Parce qu'en fait, la loi n'est pas vulgarisée. Nous avons dit que les gens ne connaissaient pas. Parce que même ceux qui se disent intellectuels ne connaissent pas nos lois, ne connaissent pas que ça existe même. Donc c'est quand seulement qu'il y a des problèmes qu'ils viennent. Et quand on leur dit, vous avez fait ça, c'est pas bon, ils disent, non, ça c'est quelle loi encore? Alors que ça existe. Donc tout citoyen doit connaître ses droits à la base, doit connaître les textes qui régissent leur communauté, leur société. Donc ça, c'est un problème. Donc on a vu qu'il fallait faire la vulgarisation de ces textes, expliquer aux gens les droits. Sinon, il y a des familles, on a trouvé qu'il y avait des communautés, quand même vous faites 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, quand vous devez vous séparer, les parents de la femme, même si elle a fait 10 enfants pour le mari, on réclamait la dot que le monsieur a versée au moment du mariage. Alors donc, là, oui, ça se passait dans les communautés, mais avec la sensibilisation et autres, tout ça là, a disparu parce que les femmes ont fini par comprendre qu'elles ont des droits et que c'est un abus. Un abus, c'est un abus. Même les maris ont compris que c'était un abus, que ce n'était pas normal. Mais c'était vraiment des coutumes et autres là que le faisaient. Petit à petit, les gens sont en train de comprendre. Et ça, vous savez, le changement de comportement social aussi, c'est une lutte de longue haleine. Donc, c'est pourquoi nous ne baissons pas le droit, nous continuons à le faire. Il est arrivé à un moment que nous-mêmes qui prenions les documents là et multiplier, à les donner à ceux-là qui sont censés détenir, mais qui n'en avaient pas malheureusement. Donc nous avons travaillé dans ce sens-là et nous avons vraiment aidé beaucoup pour la vulgarisation des droits. C'est les 2 premiers projets phares qui sont nous avons des projets vraiment de vulgarisation de base, parce que c'est vraiment important. Voilà. À la base déjà, à la base, exactement. Quand les personnes comprennent déjà leur citoyenneté, les femmes comprennent qu'elles sont importantes dans la société, et aussi qu'elles ont des droits. Donc ça permet à des femmes, même celles qui ne sont pas alphabétisées, de pouvoir comprendre qu'elles ont des droits et qu'elles sont une partie prenante de la société. Aussi, nous les avons parlé aussi de leurs droits aux élections et autres là. Nous les avons montré que dans leur communauté, elles peuvent être électrices et éligibles. Parce que tout se discutait seulement au niveau des hommes. Tout ce qui est politique, ça se discutait au niveau des hommes. Même les trucs communautaires. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On va marquer une petite pause. Deuxième pause de notre émission pour le nombre mystère et on revient tout à l'heure. De retour sur ce plateau pour le nombre mystère qui est de 10%. Le nombre mystère, 10%. 10% est le taux de femmes ministres depuis 2018 dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. Donc, Madame Binta Nabé, vous en parlez tout à l'heure, des femmes qui n'arrivent pas à accéder aux décisions dans ce pays. Donc, dans certains pays, on applique des quotas afin que les femmes puissent accéder aux postes de décision. En Guinée, ce système peut-il nous aider, peut-il aider les femmes à accéder à de grands postes ou à accéder vraiment à ce qu'elles veulent? Merci pour cette question. Je m'en vais vous dire ici que nous ne sommes plus au stade de quota. D'accord. Mais nous allons vers la parité dans la mesure où au niveau des instances, au niveau des plus hautes instances
de la sous-région et de l'Afrique de la région africaine et pourquoi pas du monde, c'est la parité qui est maintenant prônée. Ce n'est pas le quota de 30%. On a dépassé ce quota, ce niveau-là. Je vous coupe. Quand vous parlez de parité, par exemple, c'est-à-dire que si on prend un gouvernement, s'il y a 50 hommes ministres, il doit avoir forcément 50 femmes ministres. C'est ça la parité? C'est ça la parité. Voilà. Donc c'est à cela que nous sommes en train de travailler maintenant. Vous savez, c'est bon de dire il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais s'il n'y a pas de texte qui régisse cela et qui permette aux gens de dire voilà nos droits, voilà ce qui doit être fait, ce n'est pas bon. Oui. Donc ce qui a fait que, avec beaucoup de plaidoyer auprès des différents départements de l'Assemblée et autres, nous avons réussi quand même, avec le ministère de l'Action sociale, de déposer cette loi de la parité. Ça a quitté le Conseil de ministres, c'est maintenant à l'Assemblée au niveau de nationale. l'Assemblée nationale. Quand ça va passer, nous allons œuvrer. Mais qu'est-ce qui est important? Si le texte, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous, mamans, qui sommes là maintenant, là. Mais il faudrait que cela soit garanti pour nos filles, pour les futures générations. Oui. Dans la mesure où elles ont la chance d'étudier, d'aller plus haut. Donc, nous devons travailler pour qu'elles comprennent cela, mais pour que les hommes avec lesquels ils vont travailler comprennent cela. Parce que jusqu'ici, la nomination, c'est à la discrétion de l'exécutif. Il n'y a pas de condition qui est là pour dire il faut ça. Forcément, il faut ça. Il n'y a pas Donc, de texte. l'exécutif, il n'y a pas de texte. L'exécutif met des personnes comme il veut et il peut aussi les débarquer comme il veut. Donc, ça, nous n'assumons pas ça. Mais si on a un texte sur lequel nous pourrons nous baser pour réclamer certaines choses, on pourra le faire. Et je pense, je prie Dieu à ce que ce document soit le plus tôt adopté et promulgué. Et je suis sûre que ça fera parce que le plaidoyer ne manquera pas pour que... Ça, c'est une deuxième chose que je vais dire. Oui. Les postes de décision commencent dans les familles. Donc, si on comprend dans la famille déjà qu'une femme doit que les filles et les garçons doivent avoir les mêmes responsabilités dans la concession, ils grandissent avec. Donc, c'est un phénomène qui est, comme je vous ai dit, qui est dans notre tête. Oui, il faudrait que dans la mentalité, parce que ce soit des intellectuels ou pas, il faudrait que cela change. Sinon, les hommes qui sont à des postes ne dépassent en rien les femmes. Il y a des femmes qui peuvent être là. Mais sauf que, comme je vous ai dit, la Constitution donne un pouvoir à l'exécutif de nommer ou de ne pas nommer. C'est ça un peu le problème. Sinon, les femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre femme. Oui, mais on constate dans les faits que même si ce n'est pas à être ministre, mais on constate dans les faits, dans les ministères, que les femmes ne sont même pas à des postes de responsabilité. Parce que, par exemple, dès qu'une femme a un poste de responsabilité, elle devient le porte-flambeau des autres femmes, tellement que c'est rare. Ça aussi, il ne faut pas négliger. Non, c'est rare. Oui. Des femmes chefs de cabinet, c'est rare. Des femmes directrices nationales. Donc, c'est assez rare. Donc, peut-être il va falloir reprendre l'étude. Je ne saurais vous donner ici exactement les statistiques. Mais à un moment donné, la CONAC s'était rendu compte qu'il n'y avait pas ça parce qu'on avait fait faire l'étude dans l'administration publique sur l'effectif des femmes fonctionnaires, mais aussi les femmes qui occupent des postes. On avait fait une étude sur ça. Et on s'était rendu compte qu'il n'y avait que 13% des femmes qui occupaient les postes de décision. Et ces postes de décision variaient de chef de section, en passant par chef de division et aller au niveau des directrices. Il y avait, je crois, à l'époque, seulement 1 ou 2 femmes secrétaires générales de département. Et la première, c'était au niveau du ministère de la Femme. Le deuxième, c'était, je crois, au transport, au transport. Donc, vous voyez, quand on a fait l'étude là, c'est à un jour de comment on appelle, le mois d'août, 27 août,
qu'on a présenté cela avec le gouvernement Soirée, au temps de feu général Lansana Conté. Quand on a présenté ça au Novotel, le décret était fait pour être communiqué le soir. Mais quand on a fait ça et que le journal est passé, le feu président Conté a dit, vous avez vu ce que les femmes demandent? Revenez. Donc ils sont revenus sur le décret et il y a eu 53% de femmes qui avaient été nommées. À cette période. Donc il y a eu plus de secrétaires généraux, plus de directeurs, plus de chefs de cabinet. Donc il faudrait que les femmes se soulèvent. Aussi. Il faut qu'elles soient engagées. Exactement. Il faut qu'elles soient engagées. Il ne faut pas qu'elles attendent que ça soit... qu'on vienne les chercher dans le bureau. De favoritisme. Ce n'est pas ça aussi. Il faut se montrer. Il faut demander. Parce que c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas comme ça. Hein. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Il faut montrer. Quand on a fait ça et la salle était pleine, c'était réel. On a montré c'était une réalité. Donc, ils ont dit vraiment... Donc, de 13% à 53%, ça prouvait que la lutte a mené. Exactement, la lutte a mené. Et quand nous sommes sortis à un moment dans la rue, peut-être ceux qui m'écoutent peuvent témoigner ou ils vont infirmer, nous sommes sortis une fois pour dire les femmes et les jeunes au poste de décision. Nous avons été dans tous les départements avec nos pancartes, nous avons marché dans les rues de Conakry. Nous sommes partis partout. Mais nous avons été surprises. Quand nous sommes arrivés dans certains départements, c'est les femmes même, celles-là pour lesquelles on était en train de se battre, parce que c'est elles qui sont dans ces départements, qui disent, ah non, vous savez, nous là, il ne faut pas... Mais on dit non, on vient pour vous, ce n'est pas nous qui voulons. Nous sommes de la société civile, nous sommes en train de promouvoir, de faire en sorte que les droits soient promis. Mais vous qui êtes là, il faudrait que vous acceptiez aussi ce défi. Si nous venons pour faire le plaidoyer auprès de vos responsables, c'est pour que vous soyez à ce niveau. Il y en a qui nous ont dit carrément, non, si c'est ça, vous savez, on voulait que les femmes soient préfets, gouverneurs. Donc, mais quand nous avons fait ça, et nous sommes venus rencontrer le ministre, nous l'avons dit, c'est l'année là où il y a eu 3 préfets pour la première fois et une femme gouverneure, Kindia, et une femme préfète à à Yomu, Forekaria et puis à Kouroussa. Donc les femmes doivent s'impliquer dans notre lutte. Ils doivent savoir que c'est en luttant objectivement qu'on peut atteindre nos objectifs. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se donne sur un plateau d'or. Jamais. Donc ça, il faudrait qu'on comprenne. Parce qu'il faut nommer, c'est vrai, on doit nommer, on doit mettre, mais il faudrait aussi tenir compte de certaines... Il faudrait que nous soyons capables. Il faudrait que nous nous remettions en cause et que qu'on dise non. Qu'on se forme. Qu'on se forme. Qu'on accepte de se former. C'est vrai de réclamer, mais il faudrait que nous-mêmes nous soyons conséquentes avec nous-mêmes. Parce que exactement, la femme doit travailler 10 fois plus qu'un homme pour se faire reconnaître dans ce pays. Non, si je comprends bien. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Je dis, bon, comme on ne m'appelle pas, je m'en fous. Comme je ne fais pas ça, je m'en fous. Il faut travailler. Être passive. Il faut travailler. Il faut montrer que tu peux faire quelque chose. Et quand tu es là, sache que tu représentes plusieurs d'autres femmes. Et bien quand tu es là et que tu restes là, maintenant tu coupes le pont avec les autres femmes, ça aussi c'est un autre problème. Parce que quand tu vas quitter, il te sera difficile même de rejoindre les autres là où tu as quitté. Vous voyez? Donc il y a tous ces problèmes qui assaillent cette question de... Mais tant que les nominations se font par l'exécutif, ça sera difficile. Les nominations, il n'y a pas un texte qui impose la parité. La parité, qui impose qu'il faut à ces postes-là, il faut forcément les femmes et autres là. Ça ne va pas facilement changer. Donc c'est là où nous devons nous battre pour que nous ayons ces textes, pour que nous puissions utiliser ces textes, parce que depuis les Nations Unies jusqu'au niveau
de nos documents juridiques, c'est la parité qui est là. On n'a pas dit que c'est tel nombre. Non, ce n'est plus ça. La Constitution parle de l'égalité. Oui. Hein? Et dont je me réjouis maintenant là, c'est que la question du genre est en train de devenir une réalité. Parce que dans la mesure où il est prévu, même pas prévu, c'est le cas maintenant, les services genre sont créés dans tous les départements étatiques. Et si ces services genre font réellement leur travail, tous les programmes seront sensibles au genre. Tous les projets seront sensibles au genre. Donc il n'y aura pas de budgétisation qui ne prendra pas en compte la dimension genre. Oui. Donc nous devons nous battre pour ça et que nos services les services genre qui sont en train d'être installés dans les départements soient vraiment des services qui peuvent veiller à cela. Oui. Et si c'est intégré dans l'administration publique, j'avoue que ça va être une réussite. Une réussite, une grande avancée pour les femmes. Parce qu'on doit comprendre, on est parti de loin. Il ne faudrait pas que cette situation stagne. Voilà. Ça doit continuer. Le combat doit continuer. Et nous devons montrer le chemin à nos filles pour qu'ils continuent ce combat et qu'ils sachent que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour elles. Oui. Donc, dès maintenant, non qu'à se mettre dans le combat pour mieux comprendre et pour mieux compétir. Parce que c'est une question de compétition aussi. C'est ça. Parce que tant qu'on continue de dire, il faut donner les postes aux femmes, il faut donner. C'est comme si c'est de la pitié, c'est comme si pour nous stigmatiser. Il faut mériter les postes. Il faut mériter les postes. Sinon, on va donner. Quand on veut aussi, on retire. Ce n'est pas cela. Oui. Tant que c'est comme ça, ce n'est pas réel encore. Tant que c'est comme ça, ce n'est pas réel. Ce dont quoi je me réjouis ici, c'est que nous avons œuvré à ce que, au niveau même de l'Assemblée nationale, sur toute, comment on appelle ça, sans tenir compte des tendances qu'il y a, les femmes là-bas se sont réunies pour mettre en place le Forum des femmes parlementaires. Donc, ils défendent le droit de la femme, quelle que soit la femme. Quel que soit le bord. Quel que soit le bord, ce n'est pas leur problème. Ils défendent le droit de la femme. Ça, c'est une unité des femmes. Oui. C'est l'unité des femmes au sein de l'Assemblée. Malgré que leur état-major sont là-bas, ce n'est pas leur problème. Elles, c'est le Forum des femmes parlementaires, point. Donc, il y a des initiatives comme ça qui sont en train d'évoluer. Et elles ont œuvré jusqu'à ce qu'il y ait maintenant une commission genre au sein de l'Assemblée. Donc ça, c'est là, tous les textes qui viendront là-bas, ils vont veiller. Elles vont veiller si le genre est pris en compte, si ce n'est pas pris en compte. Donc, nous qui ne sommes pas à l'Assemblée, nous devons aussi œuvrer pour les aider à faire passer les textes. Donc, c'est une lutte collective de toutes les femmes et sans tendance politique. Voilà. Si on veut que les femmes réussissent sans tendance politique. Parce que si on se met dans les tendances politiques, c'est une façon de nous diviser. Oui, ça ne. Voilà. On va marquer la dernière pause de notre émission et on revient tout à l'heure. La Minute Info. La discrimination positive est le fait de favoriser certains groupes de personnes victimes de discrimination systématique. Donc de retour sur ce plateau avec Madame Binta Nabé, présidente de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Alors Madame, on a fait le tour de tout ce que les femmes doivent faire, mais la dernière question c'est que on aimerait savoir, chaque femme à son niveau, comment elle doit se battre pour ne plus être discriminée. Elle doit toujours rester dans cette position de femme discriminée, de femme qui a peur, de femme qui n'a pas confiance en soi. Comment elle doit faire pour sortir de cette peau de « je ne suis qu'une femme » ? Il faut vraiment se remettre en cause. Oui. Chaque femme doit se remettre en cause. Chaque femme. Chaque femme. Parce que il faudrait d'abord que l'individu, la femme individuellement prise, sache ce qu'elle veut. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut, quel objectif elle se fixe. Elle n'a qu'à se regarder, se remettre en cause. Si tel a pu ça, pourquoi pas moi? Oui. Avoir des références. Avoir des références. Et faire en sorte que... faire en sorte de suivre le pas de ces références-là. C'est extrêmement important. Je vous ai parlé de références.
Moi, je suis partie auprès, je ne dis pas le nom de personne ici, mais j'ai beaucoup de références qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ouais. Vous avez approché des gens. J'ai appelé des gens tanti, tanti, maman, grand-mère. Je m'approche, je comprends. Comment vous avez réussi ça? Dites-moi, je vais faire ça. Parce que on est en train de parler de l'autonomisation de la femme. Mais l'autonomisation de la femme, ce n'est pas qu'économique. L'autonomisation économique des femmes, c'est bon. Mais si l'autonomisation en prise de décision n'est pas là, cette autonomisation économique ne sera pas une réalité durable. Ouais. Si je ne peux pas prendre la décision que je dois faire ça, et à tel moment, si je ne peux pas prendre cette décision, je ne suis pas encore autonome. Ouais. La prise de décision. Si je ne peux pas prendre la décision dans ma famille pour dire ma fille ne sera pas excisée, je ne suis pas autonome. Oui. Si je ne peux pas dire dans ma famille que attention, ma fille, elle n'a pas ses 18 ans, elle ne peut pas se marier et qu'on m'écoute, je ne suis pas autonome. Si je ne peux pas dire dans ma famille que je dois faire la planification familiale, c'est après 2 ans que je pourrais faire et qu'on ne me frappe pas, qu'on ne blâme pas parce que j'ai dit que je dois me planifier, je ne suis pas autonome. Oui. Donc l'autonomisation part de là d'abord. Et quand on est autonome de participer à la vie de la famille, de participer à la vie de ma communauté, d'apporter ce que je peux dans la vie de ma communauté, mon leadership part de là. Ça part de là. Mais souvent, je vous interromps, les femmes ont tendance à penser que quand elles ne sont pas autonomes financièrement, elles ne sont pas du tout autonomes. Elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont cette autonomie qui garantit l'autonomie économique. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais ils sont autonomes dans leur communauté. C'est-à-dire le leadership part de la famille. Il faudrait que les familles intègrent cela dans le comportement social familial même. Donc quand c'est la petite fille qui grandit dans une famille, qui est partie à l'école, qui s'émancipe petit à petit, qui prend des décisions à l'école, mais aussi à la maison, qu'elle puisse dire, ah papa, moi je pense que je vais faire droit, mais pas médecine. Parce que souvent même ça on impose aux enfants, il faut faire la médecine, parce il faut être le médecin de la famille. Ce n'est pas ça. Alors qu'elle n'a pas, il ne faut pas la limiter à la famille, il faut la permettre d'aller loin. Alors le leadership commence là. Servir la communauté. Il faut servir la communauté, servir la nation. Il faudrait que la petite fille déjà, très tôt, qu'on la responsabilise, qu'on lui donne la confiance, qu'on fasse de la rassurer, de prendre en main sa destinée. Donc l'autonomisation commence là et ça monte. À la base. Petit à petit dans ta communauté. Un jour, tu veux faire quelque chose, tu participes à des activités de la communauté. Si c'est le cas, quand quelque chose arrive, la communauté a besoin de toi. Allez m'appeler Madame Adji parce que elle peut faire ça. Elle a cette capacité. Donc voilà, ça s'installe. Ça s'installe et finalement, tu deviens national. C'est cela. Mais tant qu'on va faire tout ça, on va faire l'autonomisation des femmes. On va donner de l'argent. Mais après, ça dit c'est les hommes même qui retirent ça. Parce qu'ils vont dépenser d'une manière ou d'une autre. Finalement, ils ne sauront même pas comment rembourser ce qu'ils ont pris comme dette. Parce qu'ils vont plutôt continuer à s'occuper de tout ce qui se passe dans la famille. Et finalement, comme elles ne sont pas conscientes de leur état de fait, qu'elles peuvent faire mieux, et les gens ne les encouragent pas dans ce sens, finalement, elles abandonnent. Elles n'évoluent pas. Il y a beaucoup, depuis combien de temps elles font le commerce? La même chose. Elles sont assises là. Tous les jours, c'est la même chose. Elles n'évoluent pas. La productivité n'évolue pas. Et tant que cela n'évolue pas, on ne peut pas parler de l'autonomisation. Il faudrait que cet individu, femme ou homme, soit autonome dans la prise de décision concernant sa propre personne d'abord, concernant ses enfants, et que dans la prise de décision dans la famille qu'il participe. Ça, c'est si dans la communauté il y a beaucoup de personnes autonomes dans ce sens-là, il va y avoir une autonomisation réelle de la femme. Parce qu'elle va être soutenue par l'ensemble des membres de la communauté.
C'est ce que je peux dire par rapport à cela. Et en tout cas, pour tout ce qui est fait, je dis merci. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On est en avance. C'est-à-dire ça avance. On a des avancées qu'il ne faut pas nier. Parce qu'en termes juridiques, la Guinée, sur le plan juridique, vraiment, il n'y a pas de discrimination. Sur le plan juridique, on a avancé. On a maintenant une politique nationale du genre. Il y a une politique nationale du genre. Il y a une politique, il y a une stratégie nationale de lutte contre ces discriminations-là, contre les violences basées sur le genre. Il y a une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les mariages précoces et les grossesses précoces. Il y a tout ça qui existe. Donc, les filles ont plus accès à l'éducation. Voilà, ils ont plus accès à l'éducation. Il y a beaucoup de médias maintenant, les gens ont plus accès maintenant à l'information. C'est extrêmement important. Parce que si on n'est pas informé, on ne peut pas. Donc, c'est en cela que je salue aussi les médias. Et pourvu que les médias aussi, il y en a qui doivent se professionnaliser par rapport à la vulgarisation des droits des femmes et des enfants. Parce que là où vont les ondes, nous ne pouvons pas aller partout. Mais les ondes, quand même, peuvent aller partout. Même certains qui sont dans leur lit peuvent écouter et peuvent être sensibilisés par les ondes pour regarder, peuvent écouter sur les ondes et avoir de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous comptons sur vous pour relayer ce que nous pensons être bien pour nos communautés. C'est un devoir. Merci Madame Binta Nabé, présidente de la CONAC-DCF, Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Vous nous avez très bien édifié, vous nous avez très bien éclairé sur le rôle de la femme dans la société guinéenne, sa place, comment le mérite qu'elle doit avoir, comment elle doit travailler sur elle-même pour atteindre ses objectifs. On vous dit merci de venir sur notre plateau et on vous dit que si vous avez un dernier mot, nous vous écoutons. Le dernier mot, c'est dire merci aux médias. Merci à vous. Parce que les médias ont vraiment relayé la célébration de la femme à tous les niveaux. Et bonne fête à toutes les femmes du monde. Et travaillons plus, travaillons, encore travaillons, parce que la Guinée nous appartient. Merci. Pour qu'on travaille pour les futures générations. Ce que nous avons hérité, il faudrait que nous sachions transmettre fidèlement et de la bonne manière. Il faudrait que les jeunes de la Guinée sachent que le pays leur appartient. Ils n'ont qu'à redoubler d'efforts, se former et se surformer, parce que le pays appartiendra à ceux qui auront de la connaissance. Le monde évolue. C'est ce que je veux dire. Merci une fois encore. Merci à vous et bonne soirée sur Star 21 TV.